Chers amis internautes, bonjour, et puis puisque l'occasion m'en est donnée, je vous présente à toutes et à tous une excellente année 2015. Alors j'attends votre première question. Une question posée par Sonia. Vous vous étiez engagé à doubler le nombre de caméras pour la vidéoprotection. Qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, je m'étais engagé à doubler le nombre de caméras, l'objectif étant d'implanter 100 caméras dans la ville, sur l'ensemble des quartiers, d'ici la fin du mandat. Donc les 15 premières caméras sont en cours d'installation et devraient être opérationnelles d'ici quelques mois. Une question posée par Annie. Vous avez des projets sur Bourges, c'est très bien, mais comment concrètement allez-vous rendre la ville attractive aux yeux des touristes et des jeunes pour qu'ils s'y installent? C'est une bonne question et un vaste programme. En fait, l'attractivité de la ville passe par plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est le développement du pôle universitaire. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons quasiment 5000 étudiants sur Bourges, ce qui est assez considérable, et que ce nombre d'étudiants va augmenter du fait de notamment que l'INSA, qui a été mise en place, on va dire, au 1er janvier de l'année dernière, va compter 200 étudiants de plus chaque année dans les années qui vont venir. Donc nous allons largement dépasser le cadre des 5000 étudiants. Donc c'est un premier point d'attractivité à travers l'enseignement supérieur. Deuxième point, bien évidemment, c'est la création d'emplois. Vous savez que l'emploi est un sujet primordial, sujet numéro un que j'ai décidé de prendre en main avec mon équipe municipale. Créer de l'emploi, il y a déjà des choses qui sont en cours, notamment je prends le cas du centre commercial d'Avaricom qui va ouvrir dans quelques semaines, le 18 février, qui va générer 100 emplois. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons réalisé des job dating pendant 3 journées, en fait, qui ont permis d'adresser un certain nombre de candidats sur certaines enseignes. Avaricom aussi va créer autour du centre commercial une centaine d'emplois complémentaires. Donc ça, vous voyez, c'est du très court terme. Nous allons avoir aussi dans les prochains mois, prochaines années, la création sur la voie romaine du centre logistique d'Intermarché, qui va générer entre 200 et 250 emplois. Et puis, juste après, le centre logistique Carrefour, qui se trouvera sur la zone du Moutet, qui va lui créer à peu près aussi entre 250 et 300 emplois, tout ça étant effectivement des contrats de durée indéterminée. Donc nous poursuivons, nous avons un gros travail, je dirais, d'approche avec les entreprises locales. J'en ai visé beaucoup récemment, avant la fin de l'année. J'avais des contacts encore pas plus tard qu'à midi avec une autre entreprise locale qui cherche aussi à embaucher, parfois d'une façon surprenante avec difficulté. Donc il faut pérenniser bien sûr les emplois locaux et puis en créer d'autres et rien n'est jamais fini parce que nous sommes tous unis et avec beaucoup de détermination pour combattre ce fléau qui est le chômage. Et puis attractivité aussi à travers le tourisme. Vous savez que le tourisme est un générateur d'emplois important sur l'ensemble du territoire et en particulier sur Bourges, à travers son patrimoine culturel et historique et physique, à travers les bâtiments. Donc c'est quelque chose qui est reconnu, mais je pense qu'il faut développer davantage cela et développer davantage le tourisme sur d'autres axes là de ceux que je viens de citer. Peut-être du tourisme lié directement, je pense, aux soins du corps, quelque chose qui s'est démocratisé ces dernières années. Je pense notamment peut-être à la création d'un hôtel où on trouverait un centre de balnéothérapie, soins du corps. Donc ça, nous sommes en train de rechercher des investisseurs. Bien sûr, tout ça étant créateur d'emplois. Il y a aussi, j'ai beaucoup de sollicitations aujourd'hui sur des maisons seniors pour lesquels on propose un certain nombre de terrains, donc plein de projets qui vont arriver, qui vont aussi créer de l'emploi, donc c'est aussi ça, puis créer des animations pour faire connaître notre ville d'une façon ludique, comme j'indiquais dans mes vœux
lundi de la semaine dernière. Nous allons créer des animations de loisirs et de festives. Alors je pense en particulier au mois de juin à une course de boîte à savon qui est quelque chose de très, très ludique, mais qui par expérience dans d'autres villes, en France et en dehors de nos frontières, amène beaucoup de public, beaucoup de monde. Et donc c'est aussi comme ça qu'on fera découvrir notre ville et bien sûr faire fonctionner donc l'économie locale. C'est aussi le trail urbain, qui est une course un peu particulière où les coureurs n'ont pas comme objectif de faire un temps, d'avoir les yeux sur le chronomètre, mais aussi découvrir la ville à travers de courses, et ça on va en dire un peu plus. Ça devrait avoir lieu donc le 4 juillet prochain. Et puis c'est aussi bon, le nom reste encore à définir, mais c'est un festival du jumelage. En collaboration avec toutes les associations franco et les entreprises. C'est la première fois que ça a lieu. Ça aura lieu au mois de septembre. Et ceci permettra aussi de faire connaître un peu plus notre ville, sachant que nous voulons rendre ces événements récurrents d'une année sur l'autre. Voilà tous les axes qui doivent apporter aussi l'attractivité, en s'appuyant bien sûr sur tout ce qui fait la notoriété de notre ville aujourd'hui. Je pense en particulier au Printemps de Bourges, je pense à un été à Bourges, je pense au Rallye des Cathédrales qui va fêter ses 20 ans avec Fast cette année. Voilà tous ces événements qui vous tiennent vraiment à cœur, qui me tiennent aussi beaucoup à cœur. Voilà tout ce qu'on peut faire et la liste est peut-être très longue, mais d'une façon très opérationnelle, ce sont des choses qui sont en cours ou à réaliser dans quelques mois, les mois à venir. Une question posée par Romain. Allez-vous vous présenter aux prochaines élections départementales ? Écoutez, clairement, ça fait partie des réflexions que l'on a aujourd'hui, des discussions que nous avons avec les différents partis politiques qui présentent des candidats. Aujourd'hui, je n'ai pas pris ma décision définitive. Bon, un peu de patience, les candidatures doivent être déposées d'ici le 15 février. Voilà, j'en suis là aujourd'hui et je ne peux pas me positionner sur ce sujet. Une question posée par Yannick. Peut-on avoir l'espoir de voir une place, un lieu public ou une rue Charlie ? J'étais devant la mairie samedi matin en famille. Il y avait beaucoup d'émotions. Merci d'avoir organisé ce rassemblement. Écoutez, d'abord, vous n'avez pas à me remercier. C'était, je dirais, spontanément que j'ai souhaité organiser en collaboration avec le Conseil général, notamment les représentants politiques locaux, ce grand mouvement de solidarité. J'avoue personnellement, j'étais très surpris de voir autant de monde. C'est rassurant quand la République, face à des faits malheureux comme cela, quand on attaque la démocratie à travers la presse, on doit être unis et là, on l'a encore démontré. C'est l'occasion pour moi, évidemment, d'apporter tout mon soutien aux familles, alors à la fois des journalistes, mais aussi des policiers, de tous ceux et des agents qui travaillaient donc, dans ce secteur, qui ont été massacrés par des personnes qui sont finalement pas qualifiables. Alors pour répondre à votre question, très clairement, je ne suis pas très très favorable à ce qu'il y ait une rue Charlie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Non pas que je ne suis pas solidaire de ce mouvement, mais il faut bien imaginer que, enfin j'espère me tromper vraiment, mais s'il y avait d'autres événements, il y en a eu d'autres dans le passé, et s'il fallait marquer à chaque fois le nom d'une place, le nom d'une rue, à chaque fois qu'il y avait un événement malheureux, la gestion serait très très difficile. Donc je pense que le simple fait d'être solidaire, comme on l'a montré samedi dernier, et puis surtout, au-delà de ça, de continuer à être solidaire, à combattre tout ce qui peut attaquer nos valeurs républicaines et démocrates et laïques, c'est un vrai symbole. Et si les Français, avec cette capacité, à chaque fois qu'on attaque leurs valeurs, qu'on attaque leur pays, à travers les hommes et les femmes, on avait ce potentiel de se rassembler dans des mouvements tels qu'ils ont eu lieu partout en France, ça serait le vrai symbole d'une reconnaissance de nos valeurs et de combat contre ceux qui, par fanatisme et puis par bêtise, je me permets de le dire, viennent attaquer notre pays. Voilà, donc je réponds à votre question, je n'y suis pas favorable. Une question posée par Claude. Est-il raisonnable à propos de la Maison de la Culture de Bourges de lancer un projet aussi démesuré qui va se traduire immanquablement par des hausses d'impôts ?
Un référendum aurait permis à tous de s'exprimer sur le sujet. Alors, je ne veux pas refaire l'historique de la Maison de la Culture, parce que ça sera trop long. Je rappelle quand même qu'à l'origine, la réhabilitation de la Maison de la Culture, c'était une demande de l'État. Cette réhabilitation, donc, qui ne s'est pas fait comme prévu pour les raisons que je pense tout le monde connaît maintenant, a conduit à la construction d'une nouvelle Maison de la Culture, enfin en tout cas sur ce projet. Sur le financement, puisque la question est là, si je veux vous rassurer, s'il y a des hausses d'impôts, ce que je ne souhaite pas, je souhaite vraiment éviter, hein, nous y travaillons très fort avec mes adjoints et puis avec les services, ce ne sera pas dû à cet investissement, hein, ce sera dû à d'autres raisons, et plutôt d'ordre de décision gouvernementale qui diminue constamment depuis 2009 les dotations de l'État et qui font que les collectivités, quelles qu'elles soient, sont dans des difficultés financières importante. Là, sur le financement de la Maison de la Culture, on a, j'en profite peut-être de cette occasion, de bonnes nouvelles d'ailleurs, hein, puisque, pour être précis, j'ai eu confirmation ce matin par écrit de la participation financière de l'État à hauteur de 6 millions d'euros dans le cadre du CPER. J'ai eu confirmation à travers cette source que le Conseil régional, enfin le président du Conseil régional d'ailleurs que j'ai eu au téléphone en début d'après-midi m'a confirmé que la participation de la région sera autour de 4 millions d'euros, donc il va me confirmer ça par écrit. Et puis je dois avoir juste après ce chat vidéo un contact téléphonique avec le président du Conseil général qui devra, à partir des éléments que je viens d'évoquer, confirmer la participation du Conseil général. Donc tout ça pour dire en complément des financements prévus pour le mécénat, prévus par le mécénat, pardon, par la ville de Bourges, par l'agglomération Bourges Plus, on arrive à un financement qui ne nécessitera pas d'augmentation d'impôts. En tout cas, ça ne sera pas la raison si malheureusement il fallait y arriver. Une question posée par Max. Ma question porte sur Avaricom. Le bâtiment est toujours en travaux. Le centre commercial sera-t-il vraiment prêt pour l'ouverture dans un mois ? Écoutez, oui. C'est vrai, dans ces projets-là, on a toujours l'impression qu'on ne sera jamais prêt, hein. Je prends souvent référence, c'est assez traditionnel, quand vous avez des Coupes du Monde de football qui nécessitent la construction de stades ou les Jeux Olympiques. À chaque fois, c'est toujours le compte à rebours. Les pays ne sont jamais prêts et il faut force de constater qu'à chaque fois, ils sont prêts. Donc là, on est un peu dans ce cas de figure. Je peux vous assurer, moi j'ai des relations très fréquentes avec notamment le directeur d'Avaricom, que les travaux sont terminés hein, pour toutes les cellules qui seront ouvertes le 18 février. Donc il reste encore quelques semaines, quelques jours, mais peut-être que tout va se terminer dans les dernières heures. Hein, ça c'est assez classique. Mais voilà, le projet, après multitude de difficultés, voit l'aboutissement favorable. C'est un beau projet, nous en sommes vraiment très fiers. Et puis, au-delà de la fierté, d'une nécessité, comme je disais tout à l'heure, pour répondre à la première question, qui va permettre de pérenniser les commerces qui sont déjà en place et qui va les redynamiser et créer de l'emploi. Donc c'est ça qui est formidable. Une question posée par Gaël. Le plan Vigipirate a été relevé en Île-de-France. Qu'en est-il à Bourges et dans notre région ? Y a-t-il des dispositifs particuliers devant les bâtiments publics et les écoles ? Écoutez, le plan Vigipirate, c'est pas la mise en application en fonction des différents niveaux. C'est une directive de l'État à travers la préfecture. Donc nous appliquons, nous, à la ville de Bourges, le niveau de plan Vigipirate que nous demande la préfecture. Donc quand il est porté à un certain niveau, nous nous mettons en conformité. Quand ce n'est pas le cas, nous restons dans la situation dans laquelle nous sommes. Alors, le plan Vigipirate, c'est une chose. Et puis le vrai plan Vigipirate, si je peux me permettre ainsi, c'est aussi la responsabilité de tout un chacun, d'être vigilant dans ces périodes-là et tout le temps d'avoir un œil critique, suspicieux même parfois, et dès que chacun a un doute sur un objet qui peut faire craindre peut-être, je sais pas, d'une bombe, une charge plastique ou de personnes suspectes, n'hésitez pas à le signaler à la police nationale. C'est très très important et c'est ça l'efficacité, je dirais, de la solidarité
entre les habitants de notre ville et du territoire, c'est d'être attentif et puis d'avoir toujours à l'esprit qu'une chose peut arriver, ça n'arrive pas qu'ailleurs, la preuve, mais pour ça, nous devons tous participer à la sécurité. Question posée par Loïc. Bonsoir Monsieur le maire. Où en est la préfecture au sujet du décret autorisant la coupe des arbres à Sérocourt? Merci. Écoutez, j'ai reçu tout début d'année un courrier de Madame la préfète me spécifiant qu'elle répondrait en fonction donc, du code qui régit donc, ces arrêtés-là. C'est-à-dire que Madame la préfète a un délai de 3 mois à partir de la date à laquelle a été déposé le dossier, donc il a été déposé de mémoire autour du 25 novembre, donc elle m'a assuré qu'elle apporterait réponse, probablement favorable en tout cas, d'après les informations que nous avons, au plus tard dans les 3 mois qui suivent le 25 novembre, donc c'est une question de jours, si ce n'est pas de semaines. Une question posée par l'ancien. Les policiers municipaux sont inquiets pour leur sécurité et vont le faire savoir. Monsieur le maire, êtes-vous favorable à l'armement des policiers municipaux? Alors c'est une question compliquée en fait. Donc, le port d'une arme, ça représente quelque chose. Ça nécessite effectivement la maîtrise de ces armes, ça nécessite donc une bonne capacité, on va dire, psychique et psychologique, une formation, bien évidemment, une formation technique, en fonction de la catégorie des armes. Donc c'est une vraie question qu'on se pose. C'est-à-dire j'ai été interpellé par le maire adjoint qui est en charge de la sécurité il y a quelques jours, et nous y réfléchissons parce que c'est vraiment très important. Mettre une arme entre les mains d'un individu, c'est savoir quand est-ce qu'il faut s'en servir au bon moment et comment s'en servir. Ça paraît bête, mais c'est fondamental. Donc ce n'est pas un jouet. Là, on ne joue pas la guerre. Quand on a une arme entre les mains, ce n'est pas un jeu. Ce sont un outil qui peut blesser, qui peut donner la mort. Donc c'est pas une décision qu'on prend comme ça entre deux portes. Donc c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir et puis un vrai partage. Je sais que les policiers municipaux revendiquent et réclament d'être armés, ce que je peux tout à fait comprendre, d'autant plus qu'ils vont prochainement, après les négociations qui sont en cours avec eux, intervenir sur des plages horaires allant jusqu'à minuit au moins. Donc on sait que la nuit, c'est souvent là que les méfaits ont lieu. Donc il faut qu'on pose cette question, qu'on se pose ce problème, et c'est une bonne question que vous posez, et nous sommes en train de la régler. Une question posée par Freddy. Vous avez dit que Bourges accueillerait un trail urbain cette année. Le relief de la ville se prête-t-il à ce type de manifestation sportive? Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste, pour tout vous dire, mais je m'en réfère à ceux aux sachants. Et on me dit qu'effectivement le profil de la ville est tout à fait conforme, puisque alors il y aura plusieurs, si j'ai bien compris dans le détail, il y aura plusieurs circuits, des circuits plus simples, des circuits plus compliqués, plus courts, plus longs, pour effectivement chacun puisse s'inscrire sur la bonne distance et sur le bon parcours. Alors vous aurez effectivement pour les plus forts peut-être, de monter des marches, redescendre des marches, ouvrir sur une place, sur des montées, sur des descentes. Donc le parcours est assez varié. Donc, et puis surtout, pour un trail urbain, comme je disais tout à l'heure, il permet de découvrir la ville autrement. Donc nous avons un patrimoine architectural, je ne vais pas dire unique, ça sera un peu prétentieux, mais assez important. Et c'est ça qui rajoute, je dirais, au trail, puisqu'on découvre en fait tout ce patrimoine en courant pour les sportifs sans avoir l'œil sur le chronomètre. Donc je pense que, et une fois encore, je m'adresse plutôt aux spécialistes qui me conseillent. Je crois que la ville de Bourges va faire un grand trail urbain. Nous avons déjà les inscriptions. J'ai déjà eu cette information. Je crois qu'il y a 120 personnes qui sont déjà inscrites. Donc voilà, les choses avancent. Et puis ces gens s'inscrivent, c'est qu'ils doivent se douter que notre belle ville de Bourges est faite pour plein de choses, et en particulier pour organiser un trail. Une question posée par Karine. La ville de Bourges dispose d'un site exceptionnel au lac d'Oron. Ne serait-il pas opportun d'y créer un événement pour les familles? Alors un événement, oui. On a en tête, sans trahir de secret, d'organiser. Alors ça s'adresse, on va dire, peut-être plus aux bénévoles, plus aux sportifs, mais voilà, bon, les familles font du sport aussi et peuvent être bénévoles dans les associations, de créer une journée du bénévole qui
et qu'on imaginerait notamment en faisant à travers des stands qui pourraient être installés à la fois sur la trouée verte et pour déboucher justement sur le plan d'eau, créer de l'attraction, on va dire, et puis donc de l'attractivité sur ce plan d'eau. Il faut aussi qu'on fasse des aménagements. Vous savez que c'était quelque chose qu'on avait noté dans le programme de campagne, donc c'est toujours d'actualité. Nous sommes en train de réfléchir à aménager soit la plage, soit à proximité, un lieu où les familles pourraient se regrouper, ou trouver un espace vert pour faire un pique-nique, et puis aménager des espaces de jeu. Il y en a déjà, mais les confirmer, peut-être des terrains de pétanque, des terrains de volley, dans du sable, enfin un certain nombre de choses, de manière à ce que les familles, et je pense naturellement aux familles qui ne partent pas en vacances l'été, parce qu'il y en a de nombreuses, malheureusement, mais d'offrir autour de ce lieu fantastique du plan d'eau, et vous avez raison de le dire, un lieu où on peut passer des bons moments en famille avec les enfants. Une question posée par Marc. Monsieur le maire, comment évoluent les travaux au Palais des Sports? Alors les travaux, pour moi, avancent bien. Le président de Bourges Basket, à chaque fois que je rencontre, est plutôt inquiet, mais c'est normal qu'il soit inquiet, hein, donc il n'a pas trop l'habitude de grands travaux comme cela. Nous sommes sur le planning, nous sommes pas en retard. Bon, maintenant, il reste des aménagements, le bardage extérieur, si vous avez pu le constater, est quasiment terminé. Nous travaillons plutôt sur les espaces intérieurs, notamment les vestiaires. Je crois qu'il y a un vestiaire qui est terminé. Donc tout ça avance bien. Maintenant, on est complètement en phase. Hein. Vous savez, la prochaine grosse opération, c'est à la fin de la saison qui est en cours, qui va consister à déconstruire le Palais des Sports actuel, hein, tout ce que la petite coquille, hein, qui est à l'intérieur. Enfin, quand je dis petite, par rapport à celle qu'on vient de faire, qui paraît très grande maintenant, la déconstruire, évacuer l'intérieur pour pouvoir bénéficier donc, de grand aménagement, la grande coquille, créer donc les gradins, y installer les sièges, changer complètement le parquet, hein, donc faire tout l'aménagement intérieur. Donc ça à peu près à partir du mois d'avril, et puis on devra rendre le Palais des Sports dans sa nouvelle configuration au démarrage de la prochaine saison, c'est-à-dire au mois d'octobre de cette année. Une question de Marie. Vous avez déjà parlé d'une consultation de la population sur l'avenir de l'actuelle Maison de la Culture. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors les choses se précisent, donc vous allez être consulté au mois de mars, hein, à travers notamment les nouvelles de Bourges, pour lesquelles vous allez trouver un certain nombre de questionnaires, donc ça sera une première étape. Donc à partir de ces éléments, nous allons faire un tri, on va trier toutes les réponses pour essayer de trouver des grandes familles, des grands axes. Ensuite, nous allons revenir auprès de la population, sans doute à travers des réunions de travail, où il y aura des ateliers. Hein, donc probablement, je vois ça ou juste avant l'été ou juste après, hein, ou à travers les propositions qui auront été faites, donc au mois de mars, on affinera un peu ces grandes familles, et puis ensuite on fera des études de principe, hein, chiffrées, et puis des études techniques pour voir si effectivement les axes que nous avons retenus sont plutôt viables en fait, et puis ensuite nous confierons donc l'étude de faisabilité beaucoup plus poussée à une société qui dans la spécialité. Et je tiens donc à signaler à cette occasion, c'est que le coût de cette étude sera financé à 80% par la direction régionale des affaires culturelles. On vous proposera donc un projet, on va dire définitif, en fin de mandat. Une question posée par Jacques. Monsieur le maire, lors de la campagne des municipales, vous avez écrit, j'ai encore le papier, que vous n'augmenteriez pas les impôts. Qu'allez-vous faire sur ce sujet ? Ah oui, ça, je me souviens de cet engagement. J'y tiens beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure en début de ce chat, nous développons beaucoup d'énergie avec les services et puis de la ville et les maires adjoints sur ce sujet-là. Ça va être très compliqué. Moi, mon objectif, c'est de ne pas augmenter les impôts, autant que faire se peut.
Donc il faut qu'on trouve des solutions. Les solutions sont parfois compliquées, hein, donc il y a beaucoup d'itérations. J'ai donné des lettres de cadrage au service et au maire adjoint, qui sont des lettres, on va dire, un peu assez sévères hein, par rapport à ce qui peut se pratiquer jusqu'à présent. Mais l'objectif, une fois encore, c'est de ne pas augmenter les impôts. Donc il faut, sans toucher aux investissements aussi, c'est ça qui est important. Vous savez que les investissements permettent de faire évoluer la ville, et puis aussi, et c'est quelque chose qui est important, créer des emplois pour les entreprises locales. Donc ça c'est très important qu'on ait encore des projets. Et donc, écoutez, si on maintient les dépenses d'investissement, il faut diminuer les dépenses de fonctionnement, couramment appelées dépenses de fonctionnement. Et là, on est en train de regarder d'une façon très méthodique, jusqu'au moindre détail, comment faire des économies pour éviter d'augmenter les impôts. Bon, voilà où nous en sommes. Je crois que toutes les collectivités du territoire sont dans ce cas de figure, dans cette logique-là. Nous y travaillons ardemment. Il faut faire preuve, comme je disais, d'ingéniosité, de pas oser, ne pas oser, enfin oser des choses peut-être qu'on n'aurait pas osé précédemment. Des nouveautés, des réflexions, tant sur l'organisation. Par exemple, aujourd'hui, on est vraiment sur une politique de non-remplacement des départs en retraite. Notamment, on a des directeurs de l'agence culturelle qui est parti, qui ne sera pas remplacé. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrivera à faire des économies avec l'objectif de ne pas augmenter les impôts. Une question posée par Mama18. Bonjour, j'ai lu que vous alliez faire de nouvelles choses comme les caisses à savon ou le trail urbain. Est-ce que vous prévoyez quelque chose au niveau de l'écologie? Effectivement, oui. Donc, si vous avez entendu parler de ça, c'est que vous êtes bien renseigné. Donc, au cours, vous savez, il y a la semaine de l'écologie qui a lieu début juin. Donc, c'est un événement national et nous allons réaliser deux choses. La première, ce sera un grand marché bio hein, qui probablement aura lieu dans le jardin des Préfichaux, donc sur un week-end. Sans doute le premier week-end de cette semaine-là. Et puis nous allons coupler ça avec d'autres activités. En particulier, l'idée c'est de reprendre un peu l'idée du Festival international du film écologique, mais plutôt sur un axe de partage, d'actions qu'on pu partage d'expériences qui ont pu avoir lieu dans d'autres collectivités du département, de la région, du territoire français, même au-delà de nos frontières. Et l'idée étant de partager les expériences, les choses qui ont fonctionné dans d'autres collectivités, les choses qui ont moins fonctionné, et de les partager. De manière que chacun puisse réutiliser ce qui a marché ailleurs et éviter de mettre en place ce qui n'a pas marché ailleurs. Et puis faire venir quelques experts, l'idée étant que ce mouvement et ces réflexions puissent alimenter le débat national en fait, de manière à ce que ces actions puissent être proposées, je dirais, à nos députés qui pourraient faire des projets de loi et proposer ça à l'ensemble du territoire. Donc voilà, c'est une longue haleine, mais moi je crois beaucoup au fait de dire faisons des choses qui ont fonctionné, des choses très pragmatiques liées à l'écologie, des choses qui ont été démontrées à petite échelle, et à ce moment-là on peut les développer, ça ne devient pas contraignant, et puis on ne prend pas de risque. Donc voilà. Bon, il y a d'autres choses que l'on fera dans ce cadre-là, hein, sur l'écologie en événement, on va dire, rituel, hein, comme était le Festival international du film écologique. Mais comme j'avais dit, je veux quelque chose de beaucoup plus pragmatique, qui touche plus la population, qui soit vraiment efficace. L'information généraliste, c'est bien. Maintenant, il faut défendre notre planète, pas pour nous, hein, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Et il ne s'agit pas de parler, maintenant il faut passer aux actes. Et je suis vraiment dans cette démarche. Une question de Benjamin. Peut-on espérer un jour une étape du Tour de France à Bourges? Il faut espérer. Je suis dans cette démarche avec Nathalie Bonnefoy, qui est en charge en particulier les sports sur notre ville. Nous y réfléchissons, enfin plus que ça, nous avons déjà entamé des démarches pour essayer, et vous savez c'est assez compliqué hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais pour essayer d'avoir que Bourges soit ville-étape, alors soit ville d'arrivée, soit ville de départ, hein, donc ça reste à définir, je l'espère d'ici la fin du mandat.
Une question posée par Lily. Bonsoir, quels sont les grands projets en termes de réfection de voirie pour cette année 2015 ? Alors les grands projets pour cette année 2015 seront, donc en termes de voirie et espace public, en fait, nous avons, on va dire, 3 projets. Le premier, alors ne sera pas forcément dans cet ordre-là, mais je le cite comme ça, c'est la rue de Lasnay. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je crois que véritablement c'est la plus vilaine rue de Bourges. J'y passe assez régulièrement, donc on a l'impression de rouler sur la tôle ondulée. Donc nous allons engager donc, cette réhabilitation. Il y a la rue Louis Mallet, qui est une rue, un axe important, qui permet la rentrée de l'extérieur de la ville de Bourges à l'intérieur. Il y a beaucoup de véhicules qui passent, c'est la rentrée à partir de la rocade. C'est un secteur, la rue Louis Mallet, qui s'est beaucoup développé, qui est passé on va dire, d'une zone industrielle à une zone plutôt résidentielle avec beaucoup de lotissements. Donc il y a des problématiques de sécurité quand on sort de ces lotissements. Donc la rue Louis Mallet, elle aussi, est en mauvais état en plus. Donc il faut qu'on réduise la vitesse, donc il faut qu'on revoie complètement la voirie, qu'on insère tout ce qui est ligne électrique, puisque là on a des poteaux électriques sur le milieu des trottoirs, donc les personnes à mobilité réduite ou les parents avec des poussettes ne peuvent pas circuler sur le trottoir. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet. Et puis le troisième, c'est plutôt l'espace public. C'est une étude qui est lancée sur la réflexion de l'îlot Victor Hugo, vous voyez, juste vers l'Eurocafé, à côté de la mairie, en face de l'office de tourisme, puisque c'est un espace qui est finalement pas pratique aujourd'hui. On imagine un certain nombre de choses, on va mettre tout ça, je dirais, de niveau, peut-être y mettre des jets d'eau, comme ça se fait maintenant dans beaucoup de villes, pour les enfants l'été, ça leur permettrait effectivement toute sécurité de jouer avec des jets d'eau, et puis d'aménager des terrasses à proximité pour les restaurants et les bars qui s'y trouvent. Donc voilà, donc on va dire les trois grands projets que nous allons démarrer au cours de ce mandat. Une question posée par Philippe. Où en êtes-vous concrètement de votre projet économique avec les maires de Saint-Amand, Châteauroux et Montluçon? Alors oui, alors si c'est projet économique, alors je ne sais pas si vous faites illusion à la ville les villes du futur, telle qu'était désignée la rencontre que nous avons faite en fin d'année dernière à Saint-Amand, ou si ce sont d'autres projets que nous pourrons éventuellement mutualiser. Alors sur cet aspect-là, nous avons prévu de refaire une séance probablement à Bourges. On imagine faire ça pendant le printemps de Bourges pour bénéficier, on dirait, en même temps de ce grand festival, pour apporter de l'attractivité et faire connaître la ville aussi. L'idée, là, une fois encore, ce sont de faire des partages d'expériences entre les différents territoires, les différentes entreprises, faire rencontrer aussi les entreprises. Et puis, quand on aura fait plusieurs séances, c'est aussi c'est de comprendre, et ça c'est ce qu'on fait à chaque fois, quelles sont les attentes des chefs d'entreprise, en particulier pour les entreprises, et pour pouvoir, chacun dans le territoire, leur adresser nos spécificités et qu'ils puissent soit s'installer, soit se développer, soit faire venir d'autres entreprises à travers ces réseaux sur l'ensemble de nos territoires. Donc voilà, c'est une première démarche qui a été initiée effectivement par le maire de Saint-Amand et qui doit se poursuivre dans les mois à venir pour, une fois encore, devenir le plus rapidement possible concret. L'idée étant de faire venir des entreprises ou de les faire développer sur le territoire pour maintenir les emplois et même au-delà de ça, pour en créer. Question posée par Isabelle Tolonia. Bonjour Monsieur le maire. Chaque année, les centres de loisirs sont fermés la veille de la rentrée scolaire. Je travaille au sein d'une crèche. Dans nos structures, les congés sont accordés pour une personne à la fois. Il n'y a pas le principe des 50% de présents. Nous sommes 6 employés avec des enfants scolarisés. Comment faisons-nous garder nos propres enfants pour aller garder ceux des usagers? Merci pour votre réponse. Alors, vous posez une question technique pour laquelle je n'ai pas forcément une réponse ou une solution à vous apporter immédiatement. C'est vrai que les centres de loisirs ferment une journée avant la rentrée pour des questions, vous pouvez comprendre, d'organisation, de remise en place et en ordre, de manière à pouvoir recevoir après les autres activités tout au long de l'année scolaire. C'est vrai, malheureusement, il y a des parents qui travaillent et qui ne peuvent pas bénéficier, entre guillemets, de cette garderie, je mets bien entre guillemets, tels qu'ils peuvent en bénéficier tout au long de l'année.
moi j'aurais tendance à dire, faites appel à la solidarité, hein, vous avez peut-être un parent, des amis, une collègue qui travaille ou qui ne travaillera pas exceptionnellement ce jour-là pour pouvoir garder les enfants. Je conçois que ce soit compliqué, mais c'est pas, on va dire, votre cas précis, hein, c'est d'autres cas, puisqu'il n'y a pas que dans les crèches où on a cette problématique-là. Donc là, c'est vrai que c'est un peu sévère hein, pour assurer effectivement une absence parmi 6, mais on peut comprendre hein, pourquoi, parce que les enfants qui sont dans les crèches, il faut aussi être assez nombreux par rapport au nombre pour être présent. Moi, je n'ai pas de solution miracle, hein, très clairement, je suis vraiment désolé. Mais je pense que si vous faites appel une fois encore à la solidarité, vous avez bien trouvé quelqu'un qui va vous aider. Question posée par Dominique. Bonjour. La place Gordenne totalement et définitivement piétonne. Est-ce dans vos projets? C'était appréciable pour tout le monde durant les fêtes de fin d'année. Merci. Je pense qu'on y va. Mais comme toute chose, moi je suis toujours très prudent. Je préfère avancer par touches successives, hein, parce que pour habituer les gens, pour tester d'abord, hein, parce que la première fois qu'on l'a fermé, donc c'était l'été dernier, on n'était pas sûr que ça puisse fonctionner, même si on avait fait le tour avec les commerçants, avec les riverains, donc cela se présentait bien. Donc on a eu cette première expérience donc, cet été. Ça a été un vrai succès. Hein, et puis même personnellement, pour l'avoir vécu, j'ai trouvé ça plutôt bien. On a réédité donc, à la demande donc, du maire adjoint en charge du commerce et de l'artisanat, l'expérience pour les fêtes de fin d'année, hein, tout à fait. Donc c'était un climat un peu différent, hein, puisque là, forcément, par rapport à l'été, on est rarement en terrasse. Mais ça a été aussi apprécié, donc je pense qu'on va, c'est pas que je pense, hein, c'est-à-dire l'été prochain, on va étendre un peu plus la période hein, par rapport à l'été suivant. Et puis je pense qu'à partir de là, on va sans doute généraliser, quand tout le monde sera bien habitué au fonctionnement, à rendre cette place Gordenne piétonne complètement. Ça nécessitera malgré tout encore des concertations avec l'ensemble des personnes qui sont impactées par cette fermeture pour arriver donc, à cette solution définitive. Mais je crois que globalement, c'est plutôt une bonne chose. Une question posée par Jacques L. Que faites-vous pour éviter les départs des berruyers? Les derniers chiffres de l'INSEE parlent d'une baisse de plus de 4000 habitants à Bourges. Alors, on ne va pas avoir les mêmes chiffres. Moi, les derniers chiffres que j'ai montrent, on va dire, une stabilisation du nombre d'habitants. Il faut bien regarder aussi les chiffres de l'INSEE, hein, c'est de la population municipale et pas de la population totale, hein, puisque sans faire rentrer trop dans les éléments techniques, la population municipale, ce sont les gens qui payent tous les impôts, on va dire, sur Bourges. La population totale englobe, par exemple, les étudiants qui viennent en résidence universitaire, par exemple, qui viennent ponctuellement. Et donc, quand on regarde les chiffres du recensement, enfin les chiffres qui sont sortis au 1er janvier 2013 et ceux de 2014, on a augmenté la population de 60 personnes, je crois, de mémoire à peu près. Donc pour moi, c'est une stabilisation, c'est important, hein, puisqu'on avait constaté depuis l'année 2006-2007 une forte chute, alors qui était pas une chute, on va dire, un peu artificielle, hein, je ne vais pas revenir dessus, c'est que le recensement à l'époque n'utilisait pas la même méthode qu'aujourd'hui et qu'on avait comptabilisé un nombre d'habitants dans des logements qui étaient vides. Hein, à l'époque, c'était avant le PRU, avant les déconstructions. Donc sans doute qu'on avait à l'époque surévalué en fait, la population. Et là, on constate donc, depuis 2-3 ans que la population se stabilise. Bon, elle augmente un peu de 60 habitants, mais pour moi c'est la stabilisation. Et donc ça c'est plutôt un bon signe. À constater aussi qu'il y a une augmentation au niveau de l'agglomération, Bourges Plus. Donc ces deux chiffres montrent une chose, c'est-à-dire qu'en fait les berruyers ne quittent pas Bourges pour aller sur les communes de l'agglomération et la population de l'agglomération augmentant, ça veut dire qu'en fait cette population ne quitte pas l'agglomération pour aller ailleurs dans le département. Donc ce sont deux indicateurs très importants et très rassurants. Une question posée par Jeff. Ne pourriez-vous pas communiquer sur 2 ou 3 panneaux lumineux géants judicieusement placés dans la ville sur les fêtes, animations, festivals du mois, comme cela se fait dans d'autres villes?
Oui, d'ailleurs nous sommes en train de le regarder. Personnellement, je suis allé avec Philippe Mercier, mon maire adjoint en charge des commerces et de l'artisanat, dans l'automne. Bon, je ne vais pas citer le nom, une entreprise qui fait beaucoup d'affichage en ville. Donc si vous regardez le nom dessus, vous allez vite le découvrir pour voir ce qui se faisait en mobilier urbain. Nous avons identifié effectivement des panneaux lumineux, plus que des panneaux lumineux. Maintenant, ce sont quasiment des écrans de télévision. C'est un peu comme les écrans LED. Donc nous allons en implanter. Nous sommes en train de regarder ça avec mes services. Peut-être un pour démarrer, peut-être deux. Ça dépend effectivement de ce que ça va nous coûter. Et probablement un sur Avaricom. Le deuxième peut-être parce que JAS. Nous aurons effectivement des informations qui vous permettront de connaître toutes les manifestations, organisations qui ont lieu au sein de la ville d'ailleurs, ou même transmettre des informations, comme je sais pas, en cas de prochaine chute de neige, en cas je sais pas, de grève des transports, enfin tout ce qui est toute la vie de la ville quelque part, et qui permettront aux Giroburieux d'avoir cette information en direct quand ils seront en ville. Donc nous sommes effectivement sur ce sujet-là. Une question posée par Zaza. Bonjour Monsieur le maire, en termes d'éclairage public, qu'avez-vous prévu pour l'améliorer dans des petites rues qui ne sont pas rassurantes la nuit? Alors, il faudra m'indiquer quelles sont les rues qui ne sont pas rassurantes, je ne les connais pas toutes par cœur. Je pense qu'on a aujourd'hui un plan d'éclairage de la ville qui est tout à fait correct, mais qui reste amélioré. Alors, quand je dis tout à fait correct, c'est par rapport à leur nombre. Je me souviens, on avait dû faire un diagnostic au début du mandat précédent, complet, qui ne montrait pas a priori de difficulté. Alors, il y a peut-être quelques cas de figure à ce moment-là. Merci de nous le signaler, on verra comment on fait. Par contre, nous devons poursuivre des efforts, mais ça nécessite des investissements importants. C'est dans le changement de type d'éclairage pour pouvoir avoir un éclairage plus économique, et notamment utiliser des LED pour éclairer donc les rues. Donc, nous avons une première expérience en vraie grandeur qui a lieu sur Lighton, puisque je suis allé justement hier voir l'avancement des travaux. Donc ce sont des éclairages qui sont aussi puissants que les autres en termes d'éclairement, mais qui sont vraiment très basse consommation. Et puis en plus, avec ces nouveaux systèmes, ça nous permet de réduire aussi l'intensité lumineuse en fonction des périodes de la nuit, puisqu'on n'a pas forcément besoin de 100% d'éclairage tout au long de la nuit. Donc ça, ce sont des choses qui sont très bien, qui consomment très peu. D'ailleurs, quasiment tous nos éclairages d'illumination de Noël sont comme ça maintenant. Si vous voyez par exemple Moyenne, ou les plafonds lumineux que vous avez place Millepied ou place Gordel, ou sur les Victor Hugo, sont des LED, donc on consomme quasiment rien. Mais tout ça, ça nécessite des investissements, parce que bien évidemment, les candélabres que nous avons actuellement en ville ne permettent pas de recevoir des lampes LED. Donc on a une politique de remplacement au fur et à mesure, chaque année, d'un certain nombre de ces installations de mobilier urbain. Donc si, je le redis, sur la rue qui vous importe, il y a un problème d'éclairage, n'hésitez pas à nous le faire savoir, vous appelez les services et nous traiterons effectivement le sujet pour répondre à votre attente. Une question posée par Seb. Bonsoir, où en est le projet Bourges Ville Thermale de votre programme? On parle de la réhabilitation de la fontaine de fer qui avait, semble-t-il, des vertus thérapeutiques. À quand un centre Thalasso à Bourges? Oui, il y a une nuance entre ville thermale et centre Thalasso. Je n'ai jamais dit qu'on ferait de Bourges d'une ville thermale. Et puis la vraie ville thermale qui existe, c'est Vichy, c'est là où je suis né. Je suis très chauvin. Donc, voilà. Donc il y a plusieurs sujets. Sur la fontaine de fer dont vous parlez, on fait une réhabilitation en collaboration avec les artisans. Une réhabilitation, on va dire, assez simple, pour faire les pierres rejointées de manière à ce qu'on puisse voir cette fontaine qui est malheureusement un peu cachée. Donc c'est plus un côté esthétique. Maintenant, sur le centre de Thalasso dont j'ai parlé tout à l'heure, on est à la recherche d'investisseurs. Ça, c'est la compétence de l'agglomération. Donc nous sommes en train de proposer effectivement à des investisseurs de venir s'implanter sur Bourges pour créer ce centre de thalassothérapie. Donc il faut un peu de temps. Vous savez qu'aujourd'hui les investisseurs sont quand même assez rares. Ils ont aussi des difficultés, mais je suis assez confiant. On va mettre beaucoup d'énergie à trouver cet investisseur sur Bourges, avec une implantation qui pourrait avoir lieu du côté de la plage de Plainpied ou dans l'environnement du Golfe, dans ce secteur-là. Une dernière question posée par Loïc.
À quand un rond-point aménagé de manière plus attractive pour les touristes à la sortie de l'autoroute? Aujourd'hui, il est banal, pas éclairé et triste. Je partage votre avis. Il n'est pas éclairé, il est banal et triste, ouais, c'est vrai. Alors sauf que des fois, au printemps, on voit des petits lapins qui courent à travers ce rond-point, donc c'est plutôt bucolique, mais effectivement, il aurait besoin de beaucoup plus d'éclairage. Alors là, on n'est pas du tout sur la responsabilité de la ville de Bourges, pas du tout sur la responsabilité de l'agglomération non plus, c'est la responsabilité de la direction régionale des routes, auquel nous avons déjà signalé cela. D'ailleurs, il est déjà prévu dans un premier temps de réaliser des passages piétons, hein, donc des aménagements piétons, puisque cette traversée est assez dangereuse hein, quand on vient des hôtels et qu'on veut se restaurer dans les établissements qui se trouvent de l'autre côté du rond-point. C'est vraiment très dangereux, donc on va rajouter, une fois encore, ce n'est pas la ville ni l'agglomération, des passages piétons qui seront éclairés de manière au moins à sécuriser cet aménagement. Voilà, écoutez, chers amis internautes, merci pour vos questions, une fois encore pertinentes, j'espère y avoir répondu. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine séance de chat vidéo qui aura lieu le mercredi 18 février à 19 h comme d'habitude. A très bientôt, au revoir.